pendant qu'on est sur la natation synchronisée, cet aspect entraînement du système respiratoire, est-ce que c'est quelque chose dont tu étais conscient avant? Est-ce que c'est quelque chose que tu prenais déjà en considération dans ta façon de t'entraîner, ta façon de programmer pour tes athlètes, avant d'être confronté à la natation synchronisée ou pas? Non, pas avant la natation synchronisée. Je le fais depuis la natation synchronisée et sur moi aussi, ben, en gros depuis 5 ans. Mhm. Mais avant la natation synchronisée, je n'avais pas forcément pris le temps de cet aspect-là. On sait très bien que la respiration, c'est important, mais c'est le dire et le mettre en pratique, tu vois, et c'est deux mondes différents. Oui, la Mhm. respiration, c'est important, mais comment on fait, etc., ben ça, je m'y étais pas intéressé. Et puis, du coup, il y a 5 ans, j'ai repris mes cours que j'avais eu de physio en médecine à l'école de kiné. Puis j'ai fait mes recherches sur PubMed et puis j'ai mis en place le Power Brief d'abord sur moi parce que je teste tout le temps d'abord sur moi. Mhm. Alors oui, ça veut rien dire, on n'est pas 30 à le tester, mais ça donne quelques indications. Ouais. J'ai eu des moments un petit peu durs parfois, surtout sur les phases d'apnée, Ouais. mais j'étais assez content, tu vois, j'ai quand même réussi à tenir 4,30 en apnée. Ouais. Euh, plus C'est pareil. maintenant, plus maintenant, mais du coup, j'ai mis en place plusieurs protocoles différents qui fonctionnent. Et d'ailleurs, j'ai investi dans l'IDIAG récemment Ouais. et je mets en place ces protocoles-là sur l'IDIAG et ça fonctionne plutôt très bien, quoi. Ouais, tu m'avais fait un petit retour, tu peux peut-être le partager. Qu'est-ce que tu as essayé jusqu'ici et qu'est-ce que tu as trouvé au niveau de soit ton ressenti, soit tes performances, etc. Bah, c'est simple. Là, j'en ai fait plus depuis, mais quand je t'avais écrit, j'avais fait 3 sessions seulement. Et j'avais augmenté de 10 centimètres d'eau mon inspiration et de 30 centimètres d'eau mon expiration. Mhm. Du coup, en 3 séances, enfin, c'est plutôt très bien, quoi. Pareil, du coup, j'ai fait plusieurs séances depuis. J'avais pas couru depuis 2 mois, pile poil. Ouais. Et du coup, j'avais fait le 5 km il y a 2 mois. J'avais pris mon temps. J'ai refait le 5 km il y a 3 jours. J'ai perdu qu'une seule minute. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Mhm. Et surtout, ça fait 15 jours, 3 semaines, j'ai plus aucune crise d'asthme d'effort. Mhm. Je suis d'asthme d'effort depuis 3 ans avec des allergies au pollen, au bois de bouleau là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. C'est arrivé après avoir arrêté le judo. Alors, est-ce que le judo, avec l'augmentation de la capacité respiratoire qu'on a, ça me prévenait, entre guillemets, cet asthme d'effort, mais du Mhm. moins, c'était arrivé. Donc là, ça commençait à pas s'aggraver, mais j'en avais de plus en plus, donc ça me saoulait. C'est aussi pour ça que j'ai acheté l'Idial pour Mhm. tester. Et franchement, je suis étonné. J'ai pas fait de crise d'asthme d'effort depuis. Et pour les protocoles, j'en fais différents. Par exemple, avec les nageuses, je fais quoi en ce moment? En ce moment, on fait de l'intervalle en course et les phases de récupération sont uniquement avec Power Brief, par Mhm. exemple, Mhm. à leur résistance, à 90% de leur résistance de confort. Ouais. Et est-ce que pour Euh, ceux qui connaissent peut-être ouais, pas les différents appareils, est-ce que tu peux parler ouais, du Power Breathe, du P100 et des différences et des similarités qu'il peut y avoir? ok. Du coup, moi, j'utilise 3 types sur moi. Le Power Brief, que j'utilise plus parce que j'ai l'IDIAG, le Power Brief, c'est uniquement un appareil à résistance inspiratoire. D'accord. On a une molette de réglage. Il existe plusieurs niveaux de couleur et pour la difficulté. Et en fonction de la résistance, on a plus ou moins un débit inspiratoire important, une force pardon, inspiratoire importante à créer. Mhm. Pour le deuxième, c'est le peak flow. Mhm. Le peak flow, c'est pour évaluer ce qu'on appelle le VEMS, c'est le volume expiratoire maximal seconde, où on a une espèce de bâtonnet un peu creux avec un curseur, où on souffle le plus fort possible pour faire monter le curseur. Il y en a des mécaniques, c'est celui que j'ai parce que ça ne coûte pas cher, Mhm. et c'est assez fiable.
d'après les études. Et il y a les nouveaux là qui sont aussi électroniques. Mhm. Et je crois que tu en as un d'ailleurs. Ouais, Euh, c'est quoi? C'est le Spirobank de ouais, chez c'est Mir. ça. Ouais, ouais. Et le troisième, c'est l'IDIAG, où là, c'est un spiromètre électronique où on va avoir la capacité de faire de l'inspiration renforcée, de l'expiration renforcée, du travail de coordination, du travail d'endurance et bientôt, normalement, des intervalles training en plus. Mhm. Voilà, sur la prochaine mise à jour. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, je suis très content de l'IDIAG, même si on en avait discuté. Il y a quelques défauts à mon sens, mais je suis très très content globalement de l'IDIAG parce que ça reste quand même un investissement financier. C'est clair. Mais du coup, je suis super content parce que du coup, j'ai des progrès sur mon asthme d'effort. Mhm. J'ai des gros progrès sur mes volumes inspiratoires et expiratoires. Et moi, avec l'asthme, c'était le volume expiratoire qui était une plus grosse problématique, même s'il Mhm. était dans la norme. Mais j'ai un gros débit inspiratoire, mais par rapport à l'expiration, ça ne correspondait pas. C'était dans la norme, alors que le débit, il était l'inspiration était beaucoup plus importante. Mhm. Donc là, ça s'est plus ou moins renormalisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut varier au pourcentage près. Et finalement, on peut faire de la programmation comme de la force, par exemple. Et ça, c'est quand même très, très cool. Et la dernière chose, c'est le biofeedback que l'on a, que ce soit sur l'appareil ou sur l'application pour le travail de coordination. Mhm. J'en avais jamais fait de ça, puisque j'avais pas de l'occasion de le faire, même si j'avais jamais fait avec un métronome. C'est possible avec un métronome, mais Mhm. j'avais jamais fait. Et franchement, c'est dur. Euh, Ouais, c'est ce qu'on me dit toujours. Quand tu vois quelqu'un faire, tu te dis, allez, ça rigole, c'est rien du tout. Et tu essaies de faire une minute, même tu n'as même pas besoin d'aller très très haut en volume ou en fréquence. Tu non, te mets à 20 respirations par minute et tu essaies de bouger, je sais pas, disons, pour prendre un chiffre qui est assez normal, tu prends 60% de ton FEV1 qui est, en français, ouais. tu m'as dit, c'était le VEMS. VEMS, donc c'est le volume qui est expiré dans la première seconde, et tu prends 60% de cette valeur-là en litres, tu la cales, tu te cales à 20 respirations par minute, tu le fais pendant une minute et tu te focalises bien sur une inspiration complète, bien utiliser tout le volume, surtout au niveau postérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude Mhm. de Ouais, respirer avec les côtes, avec le torse. Et ben, dès que tu commences à essayer de remplir ton dos, ben, tes intercostaux ils vont commencer à siffler très très vite. c'est ça, c'est clair. Et on peut varier les positions. Je ne sais pas Mhm. si tu suis, je crois que tu l'avais interviewé, je ne l'ai pas écouté encore, le boulot d'Alex FR. Ouais, ouais. Et du coup, c'est sur cette inspiration postérieure, on n'y va Mhm. jamais finalement. Mhm. Et en fait, ça permet de remodéliser carrément ton thorax, hein. C'est ça. Il y a des super travaux là-dessus. Je le combine avec du FRC et ça Ouais. donne des choses monstrueuses. Mhm. Et je le combine sur moi, je ne le fais pas encore avec d'autres personnes, mais je combine par exemple un mouvement d'une case thoracique avec, par exemple, le travail d'expansion ou de compression, comme appelle Alex, au niveau respiratoire. Et dans cette phase d'expansion, je mets l'IDIAG. Je peux te dire que j'étais pas bien le lendemain. Euh, J'avais l'impression de m'être fait tabasser à coups de batte entre mes omoplates, dans les côtes. C'était horrible. Ouais. Mais par contre, c'est génial parce que finalement, si on réfléchit bien, euh, dans la vie de tous les jours, bah, si on divise le poumon en trois étages, bah, on n'est que dans cet étage-là. Et on va aller jamais bosser les étages du dessous. On va jamais aller ouvrir nos alvéoles vers le bas. Il ne faut pas croire que l'air il va aller jusque dans tout le poumon. Et c'est un peu comme si bah, tu étais là et tu travaillais que dans ce secteur-là et tu n'allais jamais ici et jamais là. Et du coup, ça va être hyper intéressant de diriger ce volume d'air Mhm. ben, là où tu en as besoin, Mhm. parce que ça va pouvoir déjà modifier le thorax. Il va y avoir certainement des choses hyper intéressantes sur tout ce qui est aspect des scolioses. Mhm.
où vous avez des déviations, rotation de la colonne vertébrale, Mhm. avec des concavités et des convexités du thorax qui apparaissent. Et je pense que l'une des voies des futures années, ça va être de modifier ce flux d'air dans le thorax de manière vraiment localisée et précise. Et c'est pour ça que je le combine à du feedback tactile et du feedback et de travail de FRC Mhm. pour pouvoir vraiment ajuster au maximum là où je veux que l'air se remplisse pour avoir cette expansion qui est correcte. Mhm. Et c'est génial, quoi. Ouais, ouais, dit comme ça paraît couler de source, mais c'est vrai que au début, quand moi j'avais entendu parler de l'entraînement respiratoire, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Ça sert à quoi? Mais c'est vrai que quand tu réfléchis 3 minutes, respirer, c'est bouger. Et C'est si, ça. comme tu l'as dit, tu te mets dans une certaine position et tu bouges, entre guillemets, au travers de la respiration, ben déjà là, tu vas pouvoir libérer des angles que tu n'aurais certainement pas pu atteindre autrement. Donc, de par ce côté-là, c'est un outil qui est super intéressant. Et aussi le fait que, ben, en fait, le diaphragme, les intercostaux, tout ça, c'est des muscles comme les autres. Donc, ils ont des amplitudes de mouvement, ils ont des vitesses et des forces de contraction C'est ça. avec différentes longueurs et ça s'entraîne. Comme un biceps, ça s'entraîne. Et ben, si tu le fais jamais en isolation, ben, c'est clair que tu as certainement un potentiel d'amélioration à ce niveau-là qui peut être exploité et qui peut ensuite avoir un retour sur tes performances, quoi. Oui, clairement. Bah déjà, par exemple, les nageuses, qu'est-ce qu'elles se plaignent quand on n'en a pas fait depuis longtemps? Si je leur demande d'en refaire, elles ont des courbatures dans le cou, tout ce qui est sternoclédoïmastoïdien, scalène, ce genre de choses. Et Mhm. elle me dit à chaque fois, ils ont un trou dans la poitrine. Ah, Parce que, en fait, leur poumon, il n'a pas été optimisé au maximum pendant un certain temps. Et mhm. là, bah, on leur demande. Et puis, je pense au niveau captage oxygène, on doit avoir des bonnes petites choses aussi intéressantes, puisque bah, on améliore la compliance du poumon. Mhm. Et la dernière chose, on parle souvent du diaphragme, c'est important, il y en a plein qui le relâchent, etc. Bref, on va passer cette étape-là, mais le diaphragme, il a les piliers qui vont croiser la charnière thoracolombaire, ces piliers-là, qui vont intimement être liés aux piliers du psoas. Du coup, si on veut avoir un diaphragme intéressant, bah, il va falloir le faire bosser. Et du coup, c'est une des solutions qui est intéressante justement pour aller renforcer le diaphragme dans sa fonction respiratoire, mais Mhm. aussi intimement lié avec la stabilisation de cette charnière thoracolombaire. Ouais, et comme tu l'as dit avant, je pense qu'au niveau des retours sur les performances, c'est super intéressant. Je n'ai pas eu l'occasion encore de collecter des données au niveau respiratoire. Ça va se faire dans les mois qui viennent. Et donc, de Mhm. pouvoir ben, voilà, tester quelqu'un au niveau respiratoire, de voir leurs échanges gazeux, de voir comment ils se comportent pendant un effort donné, de faire un entraînement derrière qui est spécifique et de voir ensuite les différences qu'on peut apporter sur un système qui, à mon avis, est fondamental pour la performance, bien sûr, plus dans certains sports que d'autres, mais dans la majorité des sports où tu as une durée d'effort qui est prolongée, soit courte mais intense, soit longue, tu vas devoir utiliser ton système respiratoire et je pense il y a un potentiel inexploité qui est super intéressant à ce niveau-là. Ouais, clairement. Alors, bien sûr, c'est une évidence dans les sports où le cardio il monte. Mais tu vois, l'autre jour, on en discutait, on ne disait pas forcément dans les sports de force, mais en fait, avec réflexion, euh, il y a, il y a ce qu'on appelle le bracing dans les Ouais, sports de force. ouais. Et finalement, je pense qu'il y aurait des choses à faire sur la partie expiratoire. Mhm. Déjà là, sur la partie inspiratoire, pourquoi par exemple en force athlétique, plus tu as une cage thoracique qui est épaisse, plus au développé couché, par exemple, tu descends moins bas. Du coup, plus ta cage thoracique est épaisse, ben, si tu descends moins bas, tu es plus apte à pousser plus de charge. Donc déjà, sur ce qu'ils appellent la pump handle, en anglais c'est pump handle, Je l'ai pas en la français. pompe à eau. La La pompe pompe à à eau. eau. Ouais, ouais. La pompe à eau au niveau du manubrium qui va devoir venir monter et sur la capacité à posterioriser son thorax. Mhm. Donc, si on améliore ben, finalement l'ouverture sagittale, antéro-postérieure du thorax, Mhm. ça peut être intéressant chez eux. Donc, le travail inspiratoire est sur ça. La deuxième chose, c'est que le travail inspiratoire, par exemple, sur le squat ou sur le deadlift, c'est ce qui permet d'avoir une intégrité
de la partie thoracique. Mhm. Thoracique, thoracolombaire. Et après, tu as le bracing qui vient se rajouter. Donc, sur le travail expiratoire, je pense qu'on peut avoir aussi des choses sur le bracing parce que tes obliques ils vont participer à cette phase expiratoire forcée, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est super intéressant parce que ça recoupe en fait quasiment toutes les disciplines sportives. Et comme tu l'as C'est dit, il y a ça. l'aspect santé aussi, au niveau structurel, au niveau de la colonne vertébrale, la stabilisation. Tu penses à un coureur, même au-delà de l'aspect performance respiratoire, mais comme tu l'as dit, le diaphragme, un de ses rôles principaux, c'est la stabilisation. Et donc, si tu fatigues à ce niveau-là sur une très très longue course, tu vas voir que certainement la façon dont tu cours va changer parce que tu vas plus pouvoir te stabiliser de la même manière. Et donc, tu peux le retourner dans tous les sens. C'est C'est, ça. à mon avis, un sujet à creuser, un système à développer qui est encore très méconnu. Et ou en tout cas, ceux qui le connaissent, ils se gardent bien d'en parler parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de retours intéressants. J'ai parlé récemment avec Andrew Sellers qui a cofondé le VO2 Master et qui parle de l'équipe suisse de mountain bike qui utilisent le Spiro Tiger depuis plus de 10 ans maintenant et qui ont passé des années à la tête de tous les classements. Et maintenant, il y a tout le monde qui voit un peu ce qu'ils font et qui s'y mettent. Mais c'est clair que c'est un élément à ne pas négliger, quoi. Moi, par exemple, on s'en fout parce que tout le monde s'y met, mais j'avais interdiction de parler de ça en dehors de la natation synchronisée, quoi. Mhm. C'est simple, le club est devenu euh, entre numéro un et numéro 2 français au niveau des résultats. Ils ont battu même Aix-en-Provence cette année, qui était le numéro un, qui, au niveau de la population de Aix-en-Provence, c'est l'équipe de France, si tu veux. Ouais. Et ils les ont battus cette année sur le format libre, qui est un petit peu la reine-mère de l'épreuve en natation synchronisée. Ouais. Et pourtant, on a des filles qui ont un potentiel qui est moindre. Ouais. Et c'est quand même, ça donne des bons résultats. Après, je l'ai fait, comme tu l'as compris, beaucoup empiriquement, même si Mhm. j'ai revu mes cours de physio, etc. Mais il y a un moment donné, je me suis lancé sur moi, puis j'ai vu que c'était pas trop mal, et puis j'ai proposé ça aux athlètes, quoi. Ouais, ouais, donc pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent attendre les grandes études, attendez les grandes études. En attendant, ceux qui sont curieux et qui veulent s'y mettre un petit peu en avance, ça vaut en tout cas la peine d'explorer.